Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, 13h28, nous allons commencer officiellement dans 2 minutes. Alors, bonjour, il est 13h30, on y va, bienvenue. Je me présente Linda Dillon-Dupuis, je suis leader pédagogique au sein de l'équipe tactique du Centre Franco. Alors, je vous souhaite la plus grande bienvenue à l'atelier Au cœur du codage, comment amener le personnel enseignant à prendre goût au codage et à l'enseigner aux élèves. Quelques petits messages avant de commencer. Donc, si vous êtes en mesure d'allumer votre caméra, s'il vous plaît, faites-le. C'est très plaisant, beaucoup plus plaisant pour les animateurs et animatrices. On vous demande de garder votre micro en sourdine lors de l'atelier, sauf pendant les périodes de questions, bien sûr. Et n'hésitez pas à utiliser les outils de Teams, soit le clavardage et lever la main pour poser des questions. Donc, il me fait grand plaisir de vous présenter notre animateur aujourd'hui, Salim Ziani. Donc, Salim est un conseiller pédagogique qui est spécialisé en technologie éducative au sein du Conseil scolaire Viamonde. Fort de 10 ans d'expérience en éducation, il a occupé divers rôles, notamment accompagnateur en littératie et numératie pendant 2 ans, avant de se spécialiser dans l'intégration des technologies en salle de classe. Donc, à travers son travail, Salim soutient les enseignants dans l'utilisation des outils numériques pour favoriser l'apprentissage en mettant un accent particulier sur le codage, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Il contribue activement au développement de stratégies pédagogiques innovantes pour améliorer l'engagement des élèves et enrichir les pratiques enseignantes au sein du réseau francophone ontarien. Alors, bienvenue Salim, merci d'être là. Et la parole est à toi. Bien, merci beaucoup Linda. Très belle introduction. Alors, on va commencer tout de suite. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de codage aujourd'hui. Et euh, avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu le plan de cette présentation-là et les objectifs. Ici, on va tout d'abord commencer par mettre en évidence le fossé actuel qu'il y a dans les connaissances en codage au niveau des enseignants. Donc, on va voir c'est quoi le constat ainsi que l'impact sur les élèves. Présenter l'approche qu'on a décidé de mettre en place qui favorise la maîtrise des concepts et la didactique avant de passer sur la pédagogie. Euh, ça implique aussi qu'on va faire un recadrement des autres formations qu'on avait déjà préparées au niveau de la robotique pour encore une fois mettre l'accent sur la maîtrise des concepts. Puis, par la suite, on va vous montrer comment on utilise l'intelligence artificielle dans ce contexte-là pour appuyer les enseignants et ultimement appuyer les élèves. Puis, finalement, on va terminer avec un petit message au niveau de la responsabilité euh, des services pédagogiques, c'est-à-dire tout simplement. Alors, on va commencer avec justement le constat. Il y a un grand fossé qui existe, comme le dit le titre, et on se retrouve avec plusieurs défis depuis que on a
le codage dans nos curriculums. Ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on a le codage au niveau du curriculum de mathématiques. Et pour le curriculum de sciences, ça fait à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Euh, Tout dépendant là, si on prend le 1 à 8 ou si on prend le curriculum de 9e décloisonné. Mais dans les deux cas, on se retrouve avec le même problème. C'est qu'on a ce contenu-là, mais il y a un manque de ressources. Et quand je parle de ressources, il existe plusieurs ressources en codage sur Internet, mais des ressources qui sont directement liées à ce qui nous est demandé au niveau du curriculum de mathématiques et de sciences. Dans ce contexte-là, il y en a beaucoup moins. Et donc, ça nécessite un peu plus de créativité et un peu plus de proactivité de la part des enseignants pour arriver à leurs objectifs. Et, euh, et au niveau de la formation, bien qu'on essaie de faire des formations, euh, le fossé, il est tel que les formations ne seront pas nécessairement suffisantes pour pouvoir uniformiser la maîtrise pour l'ensemble de nos enseignants. Euh, et donc, euh, ce constat amène à un autre, c'est qu'on se rend compte que l'approche traditionnelle d'offrir des formations qui sont focalisées sur la pédagogie, comme on a tendance à le faire pour les maths, le français, pour les autres types de cours, bien, ça ne va pas nécessairement s'appliquer au niveau du codage, parce que quand on fait des formations au niveau pédagogique, on présuppose que les enseignants maîtrisent les concepts sous-jacents. Donc, quand on va faire une formation mathématique, on ne va pas expliquer à un prof de maths c'est quoi une équation. On assume qu'il comprend et on va travailler sur la pédagogie autour de ça. Mais euh, cette prémisse, on ne peut pas l'utiliser quand on va parler de codage, parce que le codage, malheureusement, ne fait pas partie nécessairement du cursus de nos profs et de nous-mêmes d'ailleurs. On n'a pas eu de cours de codage dans notre cursus traditionnel. Et donc, on ne peut pas assumer qu'il y ait cette maîtrise-là. Et donc, faut penser à mettre pas nécessairement la pédagogie de côté, mais la complémenter avec ce qui est nécessaire à bien maîtriser avant de pouvoir mettre en place la pédagogie. Et donc, cet écart, le fait qu'il n'y a pas eu cette maîtrise des concepts préalables, fait que ben, l'expertise en codage, ben, il est absent de nos écoles et on se retrouve avec des enseignants qui ne sont pas nécessairement en confiance pour bien enseigner euh, le, le, le curriculum au niveau du codage. Et l'impact que ça a, ben, ça crée un apprentissage qui va être justement limité chez les élèves parce que ça va être à la hauteur de ce que l'enseignant va être capable de proposer ou va être euh, confiant de pouvoir proposer. Ça va être une mise en œuvre qui va être fragmentaire. Fait que souvent, on va voir des enseignants qui vont le faire parce qu'ils doivent le faire, mais c'est vraiment pour cocher une case. Et à la fin, c'est pas fait en profondeur comme ça devrait être fait pour les autres contenus du curriculum. Et ce que ça crée aussi, ben, c'est un accès qui est inégal au niveau des compétences numériques. Ça veut dire on tombe sur le bon prof qui se trouve à avoir la bonne compétence, et super, on va avoir un apprentissage en profondeur qu'on va garder et sur lequel on va pouvoir cumuler notre savoir. Mais si on tombe sur un enseignant qui a pas eu qui va faire le minimum ou qui va le faire en surface, ben, tout d'un coup, t'as plein d'élèves qui vont pas avoir cette chance-là. Donc, on crée cette inégalité-là au niveau des parcours qui fait qu'à la fin de plusieurs années, les élèves vont pas se retrouver au même niveau. Et donc, nous, notre objectif, ben, c'est pas juste de se plaindre, de pleurer de ces problèmes-là, c'est de trouver des solutions à ça. Et, euh, et donc, la solution et l'approche qu'on a commencé à prendre et qu'on va continuer de prendre, c'est une approche sur la maîtrise des concepts en codage. On veut prioriser les méthodes de transmission du contenu par rapport aux méthodes pédagogiques chez les enseignants. Donc, on parle bien de former les enseignants. Et donc, des enseignants bien formés vont, bien évidemment, on s'attend à ce que si un enseignant est bien formé, eh bien, ça va se traduire au niveau de l'enseignement en salle de classe. Et pour ce faire, ben, faut être capable d'aller rejoindre ces enseignants là où est-ce qu'ils sont. Et à cet égard-là,
nous, surtout, et là on parle vraiment des enseignants de 7 à 9, mais on peut mettre les 6e, voire les 5e jusqu'à la 9e dans ce bateau-là. Mais on veut privilégier le codage textuel et plus précisément langage Python parce que la syntaxe est plus simple. Puis je sais que ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va se dire, ben ouais, mais si les enseignants, ils n'ont pas la maîtrise du codage, on devrait commencer par le bloc, ça devrait être plus simple. Mais en fait, quand on voit ce qui est demandé dans le curriculum, ce sera plus simple de le faire non seulement en Python, mais ce sera plus simple pour nous de ramener les enseignants dans dans le bateau du codage parce que ça va leur parler plus facilement. C'est le langage mathématique et la logique mathématique va bien se traduire au niveau du langage textuel. Et donc, justement, à cet égard, la première chose que j'ai envie de vous poser, c'est euh, ici devant vous, vous avez un code qui a été écrit. Un code simple, certes, mais un code quand même. Et donc, ma question, elle est très très simple, c'est est-ce que vous comprenez le code qui a été mis sur cette image? Donc, je vais démarrer le mini-sondage. Vous devrez le voir apparaître au niveau du clavardage. Et donc, vous devez juste voter oui ou non. Est-ce que vous comprenez le code qui vous était présenté? Et donc, on va attendre que euh, tout le monde vote, incluant moi. Je biaise un peu les données, hein, mais et donc on peut voir pour l'instant en tout cas que ben, l'entièreté des gens ont compris le code qui était devant eux. Donc bravo, vous savez maintenant coder en Python. Car ici, on a mis des variables et on a eu des données de sortie. Et quand je vous dis que c'est plus facile à lire et à comprendre, c'est dans cet ordre d'idée. Puis on va prendre avantage de ça, de ce que les enseignants maîtrisent déjà et comprennent, pour les amener à maîtriser le codage. Et quand je vous ai dit que selon moi, c'était euh, une approche plus simple et plus facile pour aller chercher les enseignants que le codage par bloc, et toujours garder ça en référence hein, pour des classes de, on va dire, 6e à 9e année. On va pas parler de 2e année ou 3e année. Euh, Ici, j'ai un autre exemple. Donc, j'ai deux codes. Comme de toute évidence, le code à droite, il est par bloc et le code à gauche, il est textuel en format Python. Et donc, ce que j'aimerais vous demander par rapport à ce code-là, c'est, eh bien, lequel vous semble le plus facile à comprendre. Si vous connaissez déjà le codage par bloc, présupposez que vous êtes nouveau à la chose. Euh, et qu'est-ce qui est le plus simple à comprendre et le plus simple à créer? Donc, j'envoie tout de suite le sondage, donc le code Python qui est à gauche ou le code par bloc Scratch qui est à droite. Et donc, pour l'instant, je vais voir les données. Qu'est-ce qu'il nous donne? Bon, tout le monde semble comprendre plus facilement celui qui est à gauche. Peut-être que c'était arrangé avec le gars des vues, mais je m'attendais à ce genre de réponse-là. Et donc, bien effectivement, c'est beaucoup plus simple, non seulement de le créer, ça semble beaucoup plus naturel de créer un code par Python que ce l'est par bloc, où est-ce qu'on va devoir passer à travers toutes les sections, créer la variable. Ça va prendre beaucoup plus de temps en plus. Donc, euh, à cet égard, c'est de cette façon-là que nous, en tout cas, on pense convaincre les enseignants que passer par le Python, ça va accélérer leur maîtrise et par effet de ricochet, ça va accélérer la possibilité d'avoir un réel apprentissage en salle de classe euh, avec les élèves. Et donc, à cet égard, donc, quand on fait nos formations, on va les ramener pour justement une journée complète où est-ce que là, on va leur apprendre à coder en Python mais tout le temps à travers des exemples mathématiques qui vont mettre en avant la résolution de problèmes. Comme ça, ils ont des exemples concrets qui vont pouvoir pratiquer, sur lesquels ils vont pratiquer, sur lesquels ils vont apprendre, qui vont justement leur permettre de non seulement de cumuler cette expertise-là, mais de se retourner et de tout de suite en salle de classe de réutiliser ce qu'ils ont pu voir durant ces formations-là. Euh, et donc, voilà ici un exemple qui est
légèrement plus développé que ce que je vous ai montré, où est-ce que, encore une fois, euh, il est relativement facile à lire. Donc, on peut voir les variables, et cette fois-ci, c'est encore plus parlant, puisque là, les variables ont des noms. Donc, on parle de hauteur, on parle de diamètre, et puis là, on calcule un volume. Et donc, ça va être relativement facile pour les enseignants de s'adapter à ça, vu que c'est surtout un langage mathématique qu'on voit. Et là, ils vont pouvoir faire les inférences sur les quelques points de syntaxe qu'ils vont peut-être ne pas comprendre. Et je donne un exemple. Ici, bon, ici, il y a deux étoiles qui, dans une formule mathématique, on ne va pas utiliser ce genre de symbole, mais par inférence, un prof de mathématiques va comprendre que, OK, je vois, donc ça c'est l'exposant, exposant 2, d'accord. Et j'aurais même pas nécessairement besoin de l'expliquer qu'ils l'auront compris parce qu'il n'y a pas tant de points de syntaxe qui sont différents de ce qu'ils feraient sur une feuille blanche. Euh, Même chose ici, une fois qu'on imprime, comme on dit, on imprime on écrit sur le terminal les données de sortie, il y a quelques points de syntaxe qu'on va expliquer, mais sinon, c'est quelque chose qui reste de relativement naturel à bien comprendre. Et donc, on va partir de ça, et puis, si vous voulez, sous une forme d'échafaudage, on va aller rajouter d'autres éléments qu'on va mettre par-dessus pour les aider à mieux absorber toute l'information, sachant qu'on a un temps limité. Donc, on a une journée, ce que on devrait probablement faire en 2 semaines, on va devoir le faire en un temps plus court. Donc, il faut trouver des moyens de ramener ça rapidement. Et donc, c'est garder les mêmes exemples sur lesquels on va retravailler pour les complexifier. Et donc là, on vient de rajouter une petite couche. Puis là, la petite couche ici, qu'est-ce qu'on a fait? Là, tout d'un coup, la hauteur, le diamètre, les variables, il n'y a plus de chiffres. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des inputs, donc des données d'entrée. C'est l'utilisateur qui va devoir entrer les données. Et donc là, on va venir présenter le concept de input et les termes comme float qui vont déterminer le type de données qu'on recherche. Ici, float, on parle pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de données des nombres décimaux, tout simplement. Donc, c'est un nombre décimal, on va écrire float. Et ici, l'autre point qu'on a rajouté, c'est qu'on va introduire le concept de module, parce que là, au lieu de mettre 3,14, ben là, on va utiliser la vraie valeur de pi grâce au module de mathématiques. Et là, on a rajouté trois éléments essentiellement supplémentaires, mais pour arriver toujours au même résultat. On a complexifié aussi un petit peu ici, où est-ce qu'on a dit, OK, ben, tu gardes juste deux décimales, euh, mais ça devient digestible pour les enseignants. Puisque là, on est parti de quelque chose qui comprenait à 90%, puis là, on va venir travailler dessus. Et donc, petit à petit, on va continuer à complexifier. Toujours le même exemple, mais là, cette fois-ci, on va venir rajouter des conditions, puis on le met dans un contexte d'une résolution de problème, où est-ce qu'on va devoir faire des économies d'échelle. Et donc, il y a des prix qui sont différents en fonction de la quantité. Et, et on va pouvoir calculer justement le coût de production des bouteilles en fonction de l'économie d'échelle qui a été faite. Puis finalement, on va pouvoir rajouter une autre couche, et là, c'est toujours le même exemple, mais là, on a rajouté une fonction avec des paramètres où est-ce qu'on peut choisir les différents prix pour chacune des économies d'échelle. Et donc, à la fin, ils font cet exemple-là par échafaudage. Ils se retrouvent à avoir à l'intérieur d'un seul exemple probablement 80-90% de ce qui est nécessaire de maîtriser pour leur enseignement en salle de classe. On a des fonctions, on a des structures de conditions, on a des variables, on a besoin d'entrer des données, on a besoin de sortir des données. Tout ce qui manquerait, ce serait peut-être travailler avec les listes, et encore là, ça dépend des années, l'année scolaire dans laquelle l'enseignant se situe, mais on se retrouve à avoir beaucoup de concepts qui viennent d'être maîtrisés. Puis euh, on va faire ça avec plusieurs exemples au cours de cette même journée-là. Donc, on va essayer d'utiliser différents exemples pour que les enseignants puissent se visualiser
à quoi ça devrait ressembler un code, une activité de code dans différents domaines de mathématiques ou dans différents domaines en sciences. Euh, Puis à cet égard, justement, l'année dernière, on avait partagé avec Tactique des leçons qu'on avait préparées l'année dernière. Puis, si vous voulez un peu la nécessité de revoir les formations, ça vient aussi du fait qu'on avait créé des leçons qu'on considérait qui étaient sous-utilisées. Et donc, on devait se poser la question, mais pourquoi elles sont sous-utilisées? On a créé ces ressources-là qui sont directement en lien avec le curriculum. Et à force de faire des accompagnements, on comprend que c'est les gens qui ne se sentent pas en confiance par rapport à leur propre capacité au niveau du codage. D'où la raison d'être de ce changement-là pour focaliser plus sur la didactique et la maîtrise des concepts. À cet égard, je vous invite justement à cliquer sur les images. Quand vous allez cliquer sur les images, vous allez avoir accès aux documents de partage avec toutes les leçons qui sont là. Donc, si vous voulez les télécharger, les partager, les prendre avec vous, partir, faites-vous plaisir. Prenez tout ça. Moi, je vais juste vous le montrer rapidement en partageant mon écran. Juste un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Euh, Ici, 2 secondes. Et donc, vous devriez vous retrouver sur un Google Drive comme celui-ci, où est-ce que vous allez avoir les leçons de la 7e à la 9e par domaine. Donc, vous devriez avoir 3 4 exemples par domaine que vous pouvez utiliser. Ici, on vous nomme l'année dans laquelle c'est suggéré d'être utilisé. Euh, comme vous voyez, vous l'avez pour algèbre. Et il y en a qui ont le code en Python, il y en a qui ont le code en Python et par bloc, euh, ce qui permet de prendre celui qui vous semble le plus naturel. Et on a essayé d'en faire pour chacun des domaines, comme vous pouvez le voir. Puis on en a fait aussi pour 5e et 6e. Il y en a beaucoup moins pour 5e et 6e, mais ça va venir. Il devrait en avoir euh, euh, au moins 2 à 3 par domaine aussi pour les 5 et les 6e années. Et donc, là, je vais juste retourner à à ma présentation. Juste ici. Partager. Non. Ok, c'est bon. Ça arrive. Super, reprendre. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on a ces plans de leçons-là. Et donc, l'idée, c'était qu'ils puissent être utilisés. Pour qu'ils puissent être utilisés, il faut s'assurer que les enseignants bien maîtrisent ces concepts-là, d'où l'idée de revoir un peu la façon dont les formations et les accompagnements sont proposés. Et une fois que justement on maîtrise tout ça, tout d'un coup, ces plans de leçons-là, ça va parler aux gens. Et ils vont pouvoir là se reposer sur la pédagogie parce que la didactique va être maîtrisée, ou en tout cas en partie maîtrisée. Malgré tout, on essaye de leur donner quelques appuis, ce qui veut dire qu'ils ont accès non seulement à des lexiques qui vont leur donner l'information sur certains termes, ils ont accès à travers ces plans de leçons-là aussi au pseudocode, qui est très important dans le concept de codage, puis par la suite au code avec un lien vers un site comme Replit, où est-ce qu'ils vont pouvoir réutiliser ce code-là, le copier et le modifier à leur aise, mais au moins ils ont cette solution-là avec eux qu'ils peuvent utiliser. On leur donne aussi les critères d'évaluation qui devraient être utilisés, puis les contenus d'apprentissage qui sont couverts à travers euh, toutes ces, euh, toutes ces formations et tous ces plans-là. Euh, le fait qu'on favorise la didactique et la maîtrise des concepts, ça implique aussi que nos formations qui sont liées à la robotique changent aussi. On a décidé aussi de se focaliser, encore une fois, même dans les formations qui sont liées à la robotique, de se focaliser sur la didactique et bien comprendre le langage lui-même pour que ça ait un sens, puis qu'on puisse faire un vrai apprentissage en profondeur quand on fait de la robotique. Et pourquoi on veut favoriser justement, puis on va toujours avec Python plutôt que par bloc, et la raison va être encore plus évidente au niveau de la robotique.
Car pour ceux qui ont déjà fait de la robotique avec des élèves, que ce soit avec des Lego, puis souvent ça va être fait par bloc, par Scratch. Et donc par bloc, souvent, beaucoup des blocs qui sont utilisés, c'est des valeurs relatives. C'est OK, va de 0 à 100% de la vitesse. Mais tu ne sais pas c'est quelle vitesse réellement que tu es en train de faire. Avance de 10 centimètres, mais tu ne sais pas comment il a fait pour arriver aux 10 centimètres. Et donc, toute cette compréhension mathématique derrière, euh, elle n'est pas nécessairement expliquée, et à moins que le prof de lui-même va de l'avant pour expliquer les fondements derrière, euh, il y aura pas ce lien aussi fort avec les mathématiques et les sciences. Tandis que quand on décide d'aller avec Python, là, on n'a pas le choix que d'utiliser des termes qui sont plus scientifiques, des valeurs qui sont plus mathématiques, et on va devoir faire un peu le travail par nous-mêmes. Et je vous donne l'exemple ici. Donc, ici, dans l'exemple que vous voyez, tout simplement, on demande tout simplement au robot d'avancer tout droit pour un certain nombre de degrés, donc 720 degrés, à une certaine vitesse. Et avec le Python qu'il y a ça c'est pour les Lego Mindstorm, avec le Python de Lego Mindstorm, il ne va pas vous donner la possibilité de le faire en centimètres. Il va falloir le créer par nous-mêmes. Donc, il va falloir trouver le lien entre les degrés et le nombre de centimètres qui aura été effectué. De plus, quand on va parler de vitesse ou d'accélération, comme vous pouvez le voir ici, euh, on parle quand on parle de vitesse, on parle de degrés secondes. Donc, c'est les degrés de rotation de la roue par seconde qui vont représenter la vitesse. Et l'accélération, ben, c'est les degrés par seconde au carré. Et donc là, tout de suite, on travaille avec des termes qui vont être qui vont faire le lien plus clairement avec ce qu'on apprend en sciences, notamment dans ce contexte-là, en physique. Et pour revenir justement à ce qu'on parlait par rapport à la distance, ben là, ce sera à nous de créer nos propres fonctions avec les propres formules mathématiques pour trouver le lien euh, entre la circonférence et la distance qui va devoir être effectuée. Donc, on va créer une fonction qui va, si vous voulez, convertir la distance en degrés pour que le programme comprenne que, voilà, si on fait 50 centimètres, eh bien là, ce sera un certain nombre de degrés qui va être calculé en fonction de ce qu'on a mis au niveau de notre fonction. Et donc, là, l'élève, grâce à ça, il est vraiment capable de comprendre l'utilité des concepts mathématiques et des concepts scientifiques plus facilement à travers un langage comme Python, qui n'aurait peut-être pas eu la chance de faire avec autant de profondeur avec un langage par bloc. Et donc, on vient aussi, grâce à la robotique, je dirais que c'est intégral à la robotique, ça devient une tâche authentique qui va s'imprégner plus facilement chez les élèves. Euh, le fait qu'on donne un apprentissage explicite, ça n'enlève pas le fait qu'aujourd'hui, on est en 2025 et qu'en 2025, on peut plus passer vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, nous aussi, on va l'utiliser non seulement pour aider les enseignants, mais pour que par la suite, les enseignants puissent s'aider eux-mêmes, peut-être créer des diverses tâches, euh, et ensuite que ça puisse en profiter aux élèves. Mais il faut comprendre que pour pouvoir bien utiliser l'intelligence artificielle, peu importe le sujet, il faut déjà avoir une certaine maîtrise du sujet en question pour savoir ce qu'on nous offre. Est-ce que c'est valide ou ce ne l'est pas? Est-ce que c'est trop difficile pour nos élèves ou c'est trop facile pour nos élèves? Et pour bien comprendre ce que nous propose l'IA, il faut déjà nous-mêmes comprendre le sujet en question, d'où l'importance de maîtriser les concepts en premier. Mais par la suite, on va pouvoir faire justement des activités directement en lien avec le curriculum. Et durant les activités, les enseignants, autant que les élèves, vont pouvoir euh, l'utiliser pour mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et, et l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine du codage est beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait penser, ou peut-être il y a des gens qui le savent déjà. Mais ici, j'ai un petit graphique à vous présenter, et je sais qu'on ne voit pas super bien, mais en gros, ça représente les différentes industries dans le monde du travail.
Et vous en avez plusieurs ici. Puis le point vert représente la proportion de travailleurs par rapport à l'ensemble des travailleurs dans le monde du travail aux États-Unis. Donc, par exemple, si on parle de l'éducation qui est ici, ben là, on se retrouve autour de quelque part entre 5-6% du monde du travail. Et le point blanc, ça représente le pourcentage de requêtes qui est lié à ce domaine-là, selon un des IA génératifs qui est Claude. Et là, je vais vous faire un petit zoom parce qu'on ne voit pas super bien. Donc, on va faire notre petit zoom. Et ce que vous voyez, il y a un domaine qui détonne de tous les autres. C'est euh, computer math. Donc, tout ce qui est codage et mathématiques, 37% des requêtes qui proviennent de Claude, de Anthropic, qui est l'équivalent de ChatGPT si vous préférez, 37% de ces requêtes viennent du monde du codage et des maths. Donc, si les professionnels l'utilisent autant, ben nous, je pense qu'on devrait faire la même chose et l'utiliser aussi au bienfait des enseignants et des élèves par la suite. Bien sûr, il faudra savoir l'utiliser de manière à ce qu'il y ait un réel apprentissage qui se fait pour les élèves. Et je vous donne un exemple, un d'ailleurs qui va être que je vais présenter demain pour des ateliers en sciences au secondaire. Puis ici, on a utilisé Claude, qui est reconnu quand même pour être le meilleur pour tout ce qui est codage. Puis on lui a demandé une requête simple qui était de... La requête est simple, elle est écrite de façon simple, mais elle est plus compliquée qu'on pense. On lui a demandé de nous faire une carte interactive du monde sur laquelle il va nous placer, avec des marqueurs, euh, les différents sites de lancement de fusées. Donc ceux qui connaissent un peu le curriculum de sciences savent qu'en 9e année, si je ne me trompe pas, on travaille l'exploration spatiale. Et là, dans le cadre de l'exploration spatiale, on propose, OK, sors-nous le programme qui va nous permettre de faire cette carte interactive-là. Et comme de fait, nous, on est allé sur un site qui s'appelle Google Colab, qui nous permet de collaborer, comme ça le dit, et puis de tester facilement sur tous les codes. Et ça va être aussi l'activité qu'on va faire ensemble d'ailleurs, hein. Mais on lui a demandé de le faire et là, il nous a créé un code dans lequel euh, il va mettre toutes les informations pour chaque marqueur. Et vous voyez, ici, on a la latitude, longitude, les différents types de fusées, les opérateurs et le nom de la station. Et on pourra partir de ça, qui va ressembler à quelque chose comme ceci, et on pourra dire aux élèves, ben, OK, à partir de cela, faites votre recherche pour aller rechercher les autres sites, parce que là, il n'en a mis que 5, mais il y en a beaucoup plus que 5 des sites de lancement de fusée. Et donc là, on va partir de ce projet-là pour offrir quelque chose de très engageant avec les élèves qui vont pouvoir améliorer le code pour rajouter d'autres marqueurs et rajouter d'autres informations à ces mêmes marqueurs-là, comme par exemple, je ne sais pas, un lien vers le site officiel de la piste de lancement, peut-être ajouter une image. Mais ils ne seront pas obligés de partir de zéro parce que là, on parle quand même d'un code qui serait au-delà de leur capacité, qui utilise des modules qu'ils n'auraient pas l'habitude d'utiliser. Puis ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on utilise un site comme Google Colab et qu'on parle justement de IA, ben là, ce que ça nous permet, c'est d'utiliser Gemini et Gemini, pour ceux qui ne savent pas, c'est une IA générative de Google. Et là, on va pouvoir sélectionner la partie du code qu'on ne comprend pas et cliquer sur ben, explique-moi ce code. Et donc, à côté, il va me l'expliquer, malheureusement en anglais. En tout cas, pour ma part, c'était en anglais seulement, mais on sait que la plupart de nos élèves parlent l'anglais. Donc, et là, il va nous donner une explication de ce qu'on a sélectionné. Donc, s'il y a seulement une ligne qu'on ne comprend pas, on va sélectionner la ligne et boum, on a tout de suite l'explication juste à côté. Et ça peut aider notamment les élèves dans ce contexte-là, mais aussi les profs. Quand nous, on fait nos codes, euh, des fois, il y a des choses qui vont bloquer et durant les formations, peut-être qu'on ne pourra pas aller aider tous les enseignants en même temps. Avoir cette fonction-là permet de rendre les enseignants plus indépendants face au code qu'on leur propose.
Et justement, en parlant de proposer du code, je vais vous inviter justement à, euh, à aller sur Google Colab. Donc, si vous cliquez sur l'image qui est juste ici, vous allez accéder à Google Colab. Et je vais sortir de la présentation pour aller sur Google Colab, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Puis après, ce sera à vous de... on a préparé une petite activité que vous allez faire. Vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas de faire du codage, ou en tout cas très, 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 très peu. Je vais vous montrer ici. On va aller là. Donc, euh, quand vous cliquez sur le lien, vous devriez vous retrouver sur ce document de Google Colab. Et ce que vous voyez, c'est que j'ai placé, bon, le premier exemple, c'est le même exemple que j'avais montré, hein. Et par la suite, il y a différentes équipes qui ont différents codes, qui sont un peu plus complexes que ce que j'ai montré dans la présentation. Mais l'idée ici, c'est pas nécessairement d'être capable de tout comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Je vais vous demander, vous allez être placé probablement en équipe de deux, de lire le code, de regarder, à votre avis, quel est le pourcentage que vous comprenez dans ce code-là avant de le jouer. Donc, une fois que vous avez lu le code, vous semblez comprendre ce qui va se passer dans ce code-là, faites-le jouer. Ça se peut qu'on vous demande, il va y avoir un terminal qui va s'ouvrir. Ça se peut qu'on vous demande des questions. Vous répondez aux questions. Euh, par exemple ici, entrez le nombre de sièges total. Ben, ils vont vous demander entrez le nombre de sièges. Vous entrez le nombre que vous voulez. Et vous répondez, vous regardez si on arrive avec les données de sortie qu'on désirait. Puis par la suite, euh, allez sélectionner les parties du code que vous ne comprenez pas et vous cliquez sur la petite étoile qu'il y a ici pour pouvoir avoir le code qui vous est expliqué. On va vous laisser un 5 à... Il nous reste combien de temps, Linda? Exactement 15 minutes. Et je vais Ok, aller créer les salles. c'est parfait. On va vous mettre en équipe de... Ils sont combien en ce moment? 9. Fait que, ouais, 7. En fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'équipes finalement. Euh, 3 équipes. 3 équipes, c'est suffisant. 3 équipes, donc équipe 1 fait, la salle 1 fait équipe 1, salle 2 équipe 2, salle 3 équipe 3. Puis par la suite, quand on va revenir, vous allez nous expliquer ce que vous avez compris du code, tout simplement. Est-ce qu'on est prêt à ça, Linda? Oui. Super. OK. Ça va? Alors, je vous lance dans les salles. Je vais ouvrir les salles et vous allez être lancé automatiquement et on va vous ramener automatiquement également. Juste au cas où les gens n'ont pas cliqué sur le lien, je le mets aussi dans le clavardage. Parfait. Super. Comment ça va jusque-là? Ça va super bien. OK. Donc, il est 14h06. Tu leur donnes une dizaine de minutes. Ouais, max 10 minutes. Ouais. Et de toute façon, après, on fait le retour, puis c'est la fin presque. Je vais juste parler de la responsabilité des services pédagogiques. Je donne mon nom, c'est sondage de satisfaction, puis on a terminé. Parfait. Le sondage, je peux le faire. Ça, OK, je le fais habituellement dans la conclusion. d'accord. Donc, moi, je l'ai mis à la fin, la slide où est-ce qu'il y a mon nom avec mon truc, mon numéro de téléphone, mon courriel. J'ai mis aussi le lien du sondage de satisfaction, si vous voulez OK, cliquer dessus. parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des petites présentations à la tactique. À chaque fois que je fais une présentation tactique, j'ai toujours l'impression que j'ai plus de pression que quand je fais les présentations dans mon conseil, alors Ah que, oui? alors que j'ai 10 fois plus de personnes, souvent. Mais je sais pas. Peut-être parce que c'est des gens que je connais pas. Donc, C'est difficile, les gens n'allument pas leur caméra. comment? C'est inquiétant, c'est stressant parce que les gens n'allument pas nécessairement leur caméra. Tu peux pas voir le Ouais, non-verbal. ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Moi, je trouve ça un peu plus difficile là, quand Ah, j'allume puis il n'y a pas de caméra d'allumée.
Définitivement. Euh, je préfère de loin les formations en personne. En présentiel, absolument. Moi, même quand c'est du codage. Je trouve ça plus simple. C'est plus facile de faire collaborer les gens, de Ouais. faire participer les gens. Ah, Mais c'est pas bon. facile, ça. C'est pas évident pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. J'ai compris le premier, c'était simple, mais les autres, je reconnaissais des mots, mais Ouais, mais la après, logique, ouais, le but, c'était pas que tu reconnaisses tout, mais c'est juste de montrer la progression qu'on fait oui, avec les enseignants. Je pense à la fin, tu sais, je vais leur dire aussi, c'est dans la responsabilité pédagogique, c'est de dire, ben, ça part de nous, et si nous, on se met pas à jour, ben, ça. ça va pas aller à jour. Puis moi, quand j'ai commencé au service pédagogique, je faisais maths et français. Je savais pas du tout faire de code. Je me suis mis à jour, j'ai fait mes devoirs. J'ai dit, ben, il va falloir que je C'est le ça. C'est fasse. ça, hein, ça ne se fera pas tout seul. Exactement. Fait que Euh, les documents que tu as partagés tantôt, là, tu nous as montré dans ton Google Drive, est-ce que tu vas partager un lien pour que les gens aient accès ou ah ça bon, va être... bon, techniquement, il y avait le lien, mais je peux repartager C'est un lien qu'on avait partagé avec Tactique l'année dernière, mais On je va le sais pas où. repartager, oui. Ouais, ouais, ouais. 2 secondes. C'est quoi? Je vais le préparer maintenant. Euh, Où est-ce que j'appuie sur partage ici? Je me rappelle plus. Tous les utilisateurs qui ont le lien, euh, copier le lien. C'est ça. Euh, Puis je vais pouvoir pour le partager. Je vais le mettre ici tout de suite. Euh, et 10. On les a mis à quelle heure 14h06, donc il Ok. reste 6 5. minutes, 5-6 Bon, minutes. d'accord. Ouais, l'idée ici. Ils ne sont pas Ah, nombreux, donc la non. conversation ne sera pas très longue. Mais j'ai vu que la première équipe, ils l'ont fait jouer parce que tu vois le résultat ici. Ah oui. Mais celui qui est bien, c'est équipe 3. Il est super simple à comprendre. Puis en fait, il te génère un graphique. Ça te génère un graphique, puis après, ça te génère une image. Mais oh, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Ah, ils ont fait quelque chose. Ils ont créé une erreur. Ils ont essayé de modifier quelque chose. C'est très bien. C'est un modèle. Ça fonctionne tout à l'heure, puis là, ça a raté. Euh, Par contre, je sais pas ce qu'ils ont modifié. C'est de voir. Interrupt by user. Ok, non, non, c'est correct. Je pense qu'il le rejoue. Ça devrait être correct. Oui, je sais pas s'ils l'ont joué ou pas. Voilà. On verra. Mhm. On verra ce qu'ils vont donner comme réponse. Et c'était pas beaucoup, hein, je pense que c'est la présentation où est-ce que j'ai eu le moins de personnes. OK. Oui, Mais je c'est pense, ça. c'est quoi je pense? C'est que c'est aussi la première présentation que je fais pour un groupe restreint d'années scolaires. OK. D'hab- D'habitude, c'est des trucs première à douzième, OK. c'est assez large, quand même assez large. Et là, je fais, ouais, mais je peux pas. Ça me sert à rien de ramener des profs de première année Ouais, non. C'est ça. là-dessus. Là. Donc, Let's je vais see. leur envoyer un petit message, Ouais, genre, publier il l'annonce. reste 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Ça va me permettre de faire un petit retour rapide, puis passer à Parfait. mon petit message de fin. C'était quoi que tu avais fait là juste avant? Tu te présentais avec qui?
Juste avant, c'était Lisa Villeneuve au niveau de l'apprentissage en profondeur. Là, c'est toi. Ensuite, juste après 2h30, c'est la cybersécurité Ok. C'est qui fait avec ça? une dame, j'oublie son nom, Nicole Arsenault de l'École branchée. Puis ensuite, il y a Ah, l'animation de la table ronde là, de Benoît Douillette. Puis ensuite, à 4h, c'est la conférence de Gabriel, j'oublie son nom, Gabriel. Ah, non, j'oublie le nom. Sur les émotions et les relations. ok. Hmm, c'était une journée occupée pour nous. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah, On a ben écoute, commencé à 11h avec la conférence de Dominique Tremblay. Il a parlé de l'IA. Ouais, c'était ok. bien. Ouais. Ouais, moi, j'étais en train de me pratiquer à ce moment-là, probablement. Oui. OK, c'est Gaël Espinoza, son nom. Ok, Gaël Espinosa, d'accord. Si tu veux les ramener maintenant, c'est bon. Ça va parce que je vois des messages qui apparaissent. Il y en a qui ont partagé des images. Fait que Ok, peut-être envoyer une image. ok, 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 ok. Ah, tu sais quoi, je vais juste remettre mon... Alors, je vais les ramener. Je vais fermer Ouais, les c'est bon, salles. c'est bon. C'est quoi? Attends, je vais quand même garder ça pour l'instant avant de basculer sur le... Moi, il me demande l'article 1, mais après, il ne veut plus bouger. Qu'est-ce que ça fait pour qu'il se demande autre chose? Rebonjour. Rebonjour, On vous a rebonjour. sorti de vos petits coins. Ouais, génial, génial. Alors, ben justement, je voudrais savoir ce que vous avez découvert. Est-ce que vous avez compris? Je sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait partager l'exemple qu'ils ont dû lire. Bon, Est-ce que je nomme vous quelqu'un au lui hasard? parlez, oui, oui. Je vais parler pour le groupe 2. Ouais, tu sais quoi, je vais prendre. Allez, sur qui je vais tomber? Alain Kingsley? Bonjour. OK. Bonjour. Donc, l- la console de Google Colab est bloquée ici. Non. Oui, par Et tu notre peux administrateur, oui. Puis on est un conseil Google en plus. Intéressant. Ok, Oui. d'accord, d'accord, d'accord. Donc, juste donner un exemple avec Google Gemini, Ouais, on s'est fait demander si on veut l'utiliser de utiliser un compte personnel et non le compte du d'accord. conseil. Ok. Mais ma partenaire que j'étais avec m'a partagé des captures d'écran du Ok. défi et on a essayé de comprendre un peu, mais je pense on a manqué de temps un peu. D'accord, d'accord. Mais si vous voulez, on peut aller rapidement ensemble là, sur le. Je pense que Est-ce que je partage mon écran en ce moment? Non, Non. Non. je partage pas. Donc je vais le partager tout de suite. Euh, Justement, si vous n'avez pas eu la chance, on va faire rapidement. Là, j'ai vu qu'il y a eu comme une sorte d'interférence qui s'est passée. Je vais essayer de le rejouer. Mais ici, quand on joue celui-là, on demande ben, entrer le nombre total de sièges dans le stade. Donc, je vais mettre 2000. Euh, le prix de base des sièges non couverts, je vais mettre 12 $, 112, tiens, voilà. Et là, il m'a calculé mon revenu total pour le stade. Et l'idée ici, c'était ça, ça provient d'une résolution de problème où est-ce que on devait calculer le coût total, sachant que les nombres impairs étaient des sièges couverts et les nombres pairs non couverts. Et là, il fallait trouver un moyen, avec un code, de déterminer ben, il y avait combien de sièges qui étaient couverts et non couverts. Et en fait, là, je dirais le bloc qui serait peut-être, que les gens comprendraient peut-être pas s'ils connaissent pas le codage, ce serait cette partie-là qui va venir calculer le nombre couvert et non couvert. Et donc là, si on fait une demande à Gemini, je sais que c'était bloqué pour certains d'entre vous, là, euh, mais là, il devrait pouvoir nous donner looping through seat number. Puis là, il nous explique exactement ce qui se passe. Et en gros, on utilise, pour faire rapide, hein, un symbole qui s'appelle modulo. C'est une opération qui te dit s'il y a un restant sur ta division.
Et donc, s'il y a un restant, c'est que c'est un nombre impair quand tu le divises par 2. Donc, I modulo 2. Mais ce qui est intéressant, si on va, mettons, jusqu'à l'équipe 3 ici, on crée un graphique. Et on y a aussi placé une petite photo d'un robot. Je l'ai mis juste pour la forme, mais l'idée ici, c'est qu'on peut générer des graphiques aussi à travers Python. Et ici, j'ai un exemple peut-être un peu plus poussé de ça qui va se retrouver juste ici, où est-ce qu'on parle de la valeur future d'un investissement. Puis là, on peut mettre son investissement, le pourcentage. Tiens, je vais mettre un pourcentage de carte de crédit, 18%. Le nombre d'années, 5 ans. C'est quoi les périodicités sur 12 mois. Et là, quand on descend, normalement, on se retrouve avec notre graphique de notre valeur d'investissement qui va être générée. Puis encore une fois, ben, l'idée, c'est si on ne comprend pas, on va aller chercher, on va les sélectionner, puis on va essayer de voir ce que le code a généré. Je vois qu'il y a des mains levées, ou une main levée plus précisément. Julie, c'est ça? Oui, merci. En fait, Oui. vous avez l'explication du code ici à droite. On se demandait, parce que moi aussi, c'était bloqué, je n'ai pas pu Ouais. jouer avec, expérimenter. Est-ce que l'explication peut être en français si on lui demande de traduire? Est-ce qu'il va le faire? C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas essayé, mais j'avais essayé de trouver un moyen de changer mon Google en français pour voir si j'allais avoir les réponses en français. En théorie, Gemini devrait être capable de nous répondre en français. Donc, attends, je vais demander, vous savez quoi? Pourrais traduire ceci en franc. Désolé. Français. Voir s'il va être capable de le faire, mais c'est fait. Donc, il fallait juste lui demander finalement. Tout simplement. Il le fait pas automatiquement. Et donc, l'idée ici, c'est juste de vous montrer des exemples de ce qui pourrait être proposé aux enseignants à travers ces formations-là. Bien sûr, on n'arrive pas à ce résultat-là en début de journée. L'objectif, c'est de monter en difficulté tout au long de la formation, mais pour qu'à la fin, ils puissent présenter des programmes comme ceci aux élèves qui vont directement, comme quand vous voyez la valeur future, c'est directement lié à du contenu de 8e année, si je ne me trompe pas, littératie financière. Donc, on vient lier ce qui est au niveau des mathématiques ou des sciences avec les contenus de codage qui sont demandés. Et le dernier point que je voulais amener avant de terminer, je sais qu'on a 1 minute de retard, mais je vais terminer, c'est une seule slide, c'est tout. Là, je vais juste revenir sur mon... ça prend un petit peu de temps avant d'arriver. Mais le temps qu'il arrive, je peux même en parler. C'est pour que ça réussisse, finalement, ça passe avant tout par nous au service pédagogique. On doit se former pour aider les enseignants. On doit se sentir en confiance pour gérer les questions de codage dans nos écoles. Puis j'en parlais avec Linda, je lui dis, moi quand j'ai commencé en tant que conseiller pédagogique, j'ai commencé pour l'accompagnement des maths et du français. Je ne savais pas coder en Python. Je connaissais par bloc, mais Python, je ne connaissais pas. Mais quand j'ai su que ça devenait ma responsabilité, bon, je me suis assis, puis je suis allé me renseigner, je suis allé me former pour m'assurer que quand je vais dans les formations, je peux appuyer ces enseignants-là. Et donc, si nous, on montre l'exemple, c'est toujours plus convaincant de dire, ben, nous, on est passé par là. Donc, si on a réussi, on s'imagine que vous aussi, vous pouvez réussir. Donc, c'était le dernier petit message. Et ceci termine notre présentation. Est-ce que tu veux parler du sondage de satisfaction, Linda? C'est ça. Ben d'abord, je vais te dire un gros merci, Salim. Je pense que tu as présenté des beaux outils pour les gens présents qui vont peut-être soulager un petit peu là, la question de codage qui est un peu du chinois pour certaines personnes, en tout cas pour moi. Donc, j'ai placé le lien au sondage. Je vais vous demander de prendre quelques instants et aller répondre le formulaire de satisfaction. Et Salim le place également dans sa diapo.
Remarquez dans le clavardage que Salim vous a également placé les ressources, le lien au Drive où vous allez trouver des exemples d'activités de codage pour les cours, pour les enseignants et le lien vers le Colab aussi. Sur ce, merci beaucoup de votre participation et bonne continuité de votre colloque. Ne manquez pas, il reste un atelier et la conférence finale à 16 heures avec Gaëlle Espinoza qui serait à ne pas manquer. Sur ce, bonne fin de journée. Bonne journée, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, Marie-Soleil? Tu as une C'est une question? question pour vraiment le CFORP, ben, tactique. Et pour accéder aux enregistrements. Oui, tu vas pouvoir, les enregistrements vont être placés d'ici quelques semaines et tu vas pouvoir accéder directement aux enregistrements sur le site du Centre Franco dans la section tactique. OK, parfait, merci. De rien. Merci, Salim. Un plaisir. Merci, Nabila. Nabila qui est encore là, je pense.